Bonjour Pascal Laborier, nous sommes heureux d'accueillir cette exposition Poser pour la liberté à la Cité du Design. Vous êtes donc la commissaire de cette exposition. Vous êtes également professeur à l'Université de Paris-Nanterre. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire, la genèse de cette exposition? D'abord, le titre « Poser pour la liberté », ça renvoie au fait que ce sont des portraits réalisés par Pierre-Jérôme Adjej, qui est à Berlin. Ensuite, il y a un acte militant et de courage de la part des personnes photographiées. Ce n'est pas anodin lorsqu'on est un réfugié scientifique de poser pour la liberté, à la fois parce que c'est difficile de parler des persécutions dont on a été l'objet, c'est pas facile d'en faire part au public, mais aussi certains d'entre eux posent pour témoigner un soutien aux collègues qui sont toujours enfermés dans leur pays ou d'autres prisonniers scientifiques. Alors on a l'impression que c'est un sujet récent, mais en effet on découvre à travers cette exposition que non, ça fait longtemps qu'il y a une politique d'accueil. En fait, la question du refuge scientifique a traversé tout le long XXe siècle, par vagues successives de migration, mais plutôt par nationalité, c'est-à-dire russe, italien, allemand, Europe de l'Est, etc. Et depuis les années 70, il y a eu des migrations beaucoup plus importantes de pays extra-européens vers notamment la France et d'autres pays. Et depuis le début du XXIe siècle, la question du scientifique en danger, du scholar at risk, a émergé comme nouvelle catégorie parce que les attaques contre la liberté dite académique se sont multipliées. Alors, la liberté académique, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir enseigner librement, publier librement, continuer de voyager et d'exercer son activité professionnelle. En France, il y a un programme dit d'accueil de scientifiques en urgence qui s'appelle le programme POSE, c'est un acronyme. Et donc, le terme même de l'exposition Poser pour la liberté est aussi un clin d'œil à ce programme qui a été créé en 2017. Alors, il y a un catalogue qui a été rédigé par vous-même, Pascal, suite à cette exposition, qui comporte une quarantaine de portraits, puisque tous n'ont pas pu apparaître. On en présente ici une quinzaine à la Cité du Design, c'est bien ça? Alors, il y a 15 portraits qui ont été sélectionnés pour la Cité. Ces portraits, comme tous les autres portraits dont vous parlez, ont été réunis dans ce catalogue avec le témoignage des personnes qui expliquent leur parcours et aussi les différents éléments de la photo. Merci beaucoup pour cette présentation, Pascal. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir l'exposition, votre compagnie. Volontiers. Alors, ce travail photographique a été réalisé par Pierre-Jérôme Adjej, qui travaille à Berlin et qu'on voit sur les vidéos de l'exposition. Le point de départ était de représenter certes un exil, mais aussi le fait que ces personnes en exil font de la recherche. Donc il fallait représenter à la fois l'exil scientifique, la recherche en déplacement, mais aussi éventuellement la question du danger, et donc éventuellement que des personnes ne soient pas reconnaissables. Donc la consigne pour prendre la photo était d'apporter des objets du lieu d'où on vient, du lieu où on est arrivé, des objets de la science, de la recherche, et puis éventuellement un objet personnel. Donc il a créé un dispositif qu'il explique sur cette vidéo, avec une prise de vue à partir d'une scène où il a créé un miroir qui passe sur un temps long de photographie. On a commencé avec deux portraits, l'un d'un réfugié uruguayen et l'autre le portrait d'une fille de réfugié chilien. Dans le refuge sur le temps long, il y a différentes trajectoires biographiques. Il y a ceux qui restent et qui fondent une famille et ont des enfants, et donc ne repartent pas, mais apportent quelque chose à l'université là où ils sont accueillis, et d'autres qui restent un temps long et qui repartent dans leur pays, fonder éventuellement le nouveau système universitaire ou participer à la démocratie. C'est l'exemple du premier portrait, Fernando Lema, c'est un biologiste uruguayen qui a été d'abord dans un hôpital à Amiens, qui a travaillé dans les hôpitaux, puis à Paris dans différents instituts hospitaliers, et a été recruté par l'Institut Pasteur. Lui, comme d'autres scientifiques uruguayens, est retourné ensuite fonder, après la démocratie en 1985, l'université, et avec cette création, il y a quelques années, de l'Institut Pasteur à Montevideo, qui est un des leaders de la lutte contre la Covid en Amérique latine. C'est une histoire peu connue, mais il y a beaucoup de liens entre la France et l'Uruguay. C'était un des pays les plus francophones à l'époque en Amérique latine. Ensuite,
Pour le Chili, là, c'est la fille d'un réfugié qui a été interné notamment dans le désert d'Atacama. Donc, elle raconte comment c'est difficile de faire part de ses souffrances, à la fois d'emprisonnement, de torture psychologique et physique. Donc, elle témoigne pour son père à la fois de cette histoire qui se perd, et aussi parce que son père, en arrivant en France, a dû recommencer toutes ses études. Il a finalement fait un doctorat et est devenu enseignant à l'université. Et elle est aujourd'hui engagée dans ce programme PAUSE d'accueil donc en urgence des scientifiques en exil pour permettre aux scientifiques d'avoir de meilleures conditions de travail académique. Donc le premier temps de l'exposition des portraits contemporains, c'est la question du danger. Alors bien sûr, c'est une thématique qui traverse toutes ces photos, mais on a choisi ces portraits qui ont une histoire très particulière sur la question du danger. Alors qu'est-ce que c'est qu'un danger pour un universitaire ? On a des universitaires qui viennent de Turquie, du Burundi, du Venezuela, de Syrie, d'Irak, d'autres de Chine qui n'ont pas pu être présents pour des raisons de sécurité. Ça peut être donc des dangers où ils sont ciblés comme personnes, attaqués, persécutés, harcelés, interdits de travailler, comme les universitaires turcs qui ont perdu leur emploi en 2016. Ils ont été rayés de la vie civile, ils n'ont même pas le droit de sortir du pays, ils ont perdu leur passeport. Et là, on commence avec un premier portrait d'un jeune collègue turc qui a fui en bateau la Turquie parce qu'il n'avait pas de passeport, donc pas de moyen de sortir de manière officielle du pays. Et là, on voit que la thématique de l'eau est assez présente à Paris et en Italie où il est arrivé en premier. Et on voit en fait la pochette dans laquelle il a mis ses papiers d'identité, ses diplômes, qui étaient pour lui le seul espoir de faire reconnaître sa situation. Il y a d'autres situations où, dans tout le pays, il y a soit des crises politiques, des guerres civiles, donc c'est le cas par exemple du Burundi avec la question du génocide, ou bien encore la Syrie. Mais même dans ces pays, les universitaires peuvent être ciblés particulièrement. Et donc, par exemple, pour la Syrie, en 2015, le site de Palmyre a été détruit. L'archéologue en chef, Khaled al-Assad, qui avait alors 82 ans, est resté pour protéger le patrimoine. Il a été exécuté sur place par l'État islamique et il est mort en fait pour le patrimoine qu'il défendait. Donc la définition d'être en danger en situation ciblée ou de conflit armé est assez poreuse parce qu'en général, les universitaires, les intellectuels, les artistes sont des cibles qui annoncent les prodromes soit de la perte de la démocratie, soit sont particulièrement ciblés dans des conflits. Un autre exemple de danger que subissent les universitaires, c'est ce portrait d'une jeune pharmacienne d'Alep, en Syrie, qui est une jeune femme souriante qui fait maintenant une thèse à Lyon. Donc elle est pharmacienne, on voit les médicaments, puisqu'elle a travaillé sur les médicaments. Il y a le backgammon qui est le jeu personnel qui lui rappelle sa famille, qu'ont toutes les familles d'Alep. Mais surtout, en toile de fond, on voit sa maison détruite par les bombardements. Donc elle a dû quitter sa ville pour aller ailleurs. Et surtout, comme c'était une femme, elle avait beaucoup de mal à faire des études sur place. Donc elle a donc eu deux difficultés pour réaliser ses études, à la fois la destruction de son lieu de recherche, de sa maison personnelle, et comme femme, dans un milieu dominant de machisme, elle avait beaucoup de mal à réaliser des études. Donc en venant en France, elle dit qu'elle a réalisé son rêve. Autre étape de l'exposition, les savoirs en exil. Pourquoi ? Parce que souvent, on s'imagine que pour être un scientifique, il suffit de transporter son crayon, son ordinateur, et puis on recommence à faire de la science. C'est souvent impossible, soit parce que l'objet de la recherche a disparu. On parlait tout à l'heure de Palmyre, du temple détruit, donc les objets n'existent plus, mais aussi parce que les savoirs qu'on pouvait utiliser sur place n'existent pas dans le pays d'accueil, ou bien ce sont des types de recherche dévalorisés. Il y a des exemples de parcours, à la fois comme ce chercheur des Comores qui a changé plusieurs fois de sujet de recherche, alors de la synthèse des polymères aux huiles essentielles de Yingling aux Comores, puis en revenant travailler sur de nouvelles synthèses. Ou encore, quelque chose qui n'apparaît pas, c'est la manière dont est reconnue la science, donc parce que pour pouvoir travailler comme scientifique, il faut souvent
un diplôme, une reconnaissance universitaire. Et donc on a un cas de success stories assez récente de cet universitaire vénézuélien, Norberto Labrador, qui est arrivé il y a 2 ans en France et a actuellement un contrat dans une école d'ingénieurs à Paris-Sénart. Un des paradoxes de la science en exil, c'est aussi que la science semble transnationale, ne pas connaître de frontières. Les diplômes peuvent se dévaloriser lorsqu'on est migrant scientifique, surtout dans une situation d'urgence. Et la plupart du temps, nos collègues très diplômés, c'est-à-dire bac plus 10 au moins, sont obligés de faire des petits boulots et se disqualifient en arrivant dans le pays d'accueil. Dire, voir, témoigner. Ça, c'est le sens de cette exposition. Pourquoi tous ces chercheurs en exil ont accepté de participer au projet? On voit cette chercheuse turque qui elle-même travaille sur la mobilisation, sur les manifestations. Et donc on voit 2 images se superposer d'une manifestation à Istanbul et à Paris pour le droit des femmes. Et ce qu'elle dit dans un texte qui accompagne l'exposition dans le catalogue, c'est qu'elle vit dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'à la fois, le fait d'être ici permet de relayer la parole contre la dictature. Témoigner pour les collègues qui sont restés emprisonnés ou menacés dans son pays participe aussi d'un monde où on témoigne pour ce qu'on appelle des prisonniers scientifiques. C'est le cas, par exemple, de Fariba Adelka, qui est une chercheuse franco-iranienne, qui travaille en France à Sciences Po depuis 30 ans et qui a été arrêtée avec son mari à l'été 2019 et qui, au début de l'année 2021, est toujours assignée à résidence à Téhéran. Son mari a été libéré à la rentrée, mais il y a de très nombreux chercheurs en Iran, qu'ils soient britanniques, australiens ou d'autres nationalités, qui servent de monnaie d'échange à l'Iran. Et on retrouve ça dans d'autres pays aussi. Dans le projet avec Pierre-Jérôme Adjej, c'était très important que les accueillants et les accueillis soient à égalité pour ne pas faire une partie du monde entre chercheurs, migrants, réfugiés et universitaires en place. Ces témoignages d'accueillants expliquent à égalité avec des objets de là où ils sont et pourquoi ils s'engagent dans le programme PAUSE, le programme d'accueil. C'est aussi une histoire souvent d'intérêt et de passage de soi-même à l'étranger. On est souvent plus sensible aux collègues migrants ou réfugiés parce que soi-même, on a fait l'expérience d'être un étranger ou une étrangère quelque part. Ils sont également le point de départ de l'invitation par le programme PAUSE, le programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil, et c'est eux qui accompagnent les scientifiques lors de leur séjour.